montrer aux Français aussi, voilà ce que ça va être une politique de droite si on est là, si on est dans le game en 2027. C'est pas forcément l'idée de changer de budget dans les semaines qui viennent, c'est pour se projeter. C'est ça. En fait, il y a deux points. Il y a un point qui est institutionnel et il y a un point qui est politique. D'un point de vue institutionnel, ce que peut dire le Sénat en tant qu'institution, c'est qu'aujourd'hui, c'est finalement l'un des derniers pôles de stabilité institutionnelle dans notre équation institutionnelle, puisque l'Assemblée nationale est ingouvernable, puisqu'elle est sous le règne de la tripartition, et que le gouvernement, on a eu un nombre de premiers ministres incalculable depuis les élections législatives de 2024. Et donc, finalement, dans cette équation-là, ne reste plus que le Sénat qui a cette stabilité institutionnelle. Ensuite, après, le deuxième point, il est effectivement politique, vous l'avez très bien dit, c'est de montrer que si la droite a les manettes, les manettes et à l'Assemblée nationale et au gouvernement, eh bien voici ce que serait un budget de droite, avec deux totems auxquels ils doivent répondre. Un, l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire faire en sorte que la France puisse arriver à suivre, on va dire, la procédure déficit excessif dans laquelle elle est aujourd'hui engagée, qui doit l'amener à arriver à 3% de déficit public d'ici 2029, depuis Michel Barnier. Et puis le deuxième point, ensuite après, c'est revenir sur les mesures symboliques qu'a gagné le Parti socialiste, notamment sur la suspension de la réforme des retraites, sur divers taxes, etc. Donc c'est un peu ça aujourd'hui qui se joue au Sénat. Pablo, comment vous analysez ça ? Tout a été à peu près dit sur l'impasse institutionnelle à laquelle nous faisons collectivement. Pour ceux qui rêvent d'un régime autoritaire, c'est une magnifique publicité. C'est l'argument de dire regardez, ça marche pas. Regardez les incapables. C'est très dangereux, ça. Après, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus à l'Assemblée nationale et notamment de consensus au sein des oppositions. Parce qu'en fait, le budget, si on reprend stricto sensu ce que c'est un projet gouvernemental. Donc c'est le gouvernement qui dépose un projet de loi donc de finances et de financement de la sécurité sociale. Or, là, aujourd'hui, le gouvernement n'a que à peine un tiers des députés qui sont d'accord avec son projet ou plus ou moins d'accord. Ce n'est plus notre budget, ça a été Exactement. dit par... Et la difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux oppositions qui valent à peu près un tiers, la gauche et le Rassemblement national, et qui ne s'entendent pas sur la copie différente à apporter. Et surtout, qui sont en concurrence entre elles pour incarner le rejet du macronisme, notamment parce qu'aujourd'hui, le président de la République, en tombant à 11 points dans les enquêtes d'opinion favorables, est un formidable carburant électoral. Aujourd'hui, l'antimacronisme, c'est l'un des carburants électoraux les plus importants. Et aujourd'hui, la gauche, comme le Rassemblement national, essaye de capitaliser dessus. Sauf que donc, en étant en concurrence, forcément, ils ne font pas des propositions qui sont similaires. Par exemple, la taxe Zuckman, alors qu'ils sont d'accord sur la philosophie de la taxe, le RN va proposer quelque chose qui est différent de la gauche sur ce point-là, par exemple. Et donc, de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui sont votables par les deux oppositions. Je voudrais qu'on écoute Sébastien Lecornu. Ça illustre d'une certaine façon ce qu'on dit sur ce plat démocratie. Alors moi, j'ai une lecture qui est vraiment différente sur ce point-là spécifiquement. C'est qu'en fait, rappelez-vous, on s'était dit donc en 2022-2023, il y avait eu ce qu'on appelle les dérapages budgétaires, c'est-à-dire le fait qu'on ait sous-évalué certaines recettes fiscales, notamment sur la période post-crise sanitaire 2022, on avait sous-évalué l'impôt sur les sociétés, et 2023, on avait surévalué les recettes prévues par une fameuse taxe sur les super-profits. Et ce qui avait créé la commission d'enquête parlementaire sur les dérapages budgétaires qui avaient été à l'initiative de différents groupes, mais notamment, je crois que c'était Éric Ciotti qui en était le président de la commission. Et tout ça pour dire qu'en fait, quand vous avez des dérapages budgétaires, c'est-à-dire des recettes fiscales qui sont calculées mais qui ne sont pas réellement encaissées, ça creuse d'autant plus le déficit public, alors même que là, aujourd'hui, si le budget actuel devait être voté, on serait à peu près à 5% de déficit public. Donc aujourd'hui, c'est quand même un enjeu qui est majeur pour le pays. Et je pense que Sébastien Lecornu dit cela, c'est qu'en fait, si l'on fait voter des recettes fiscales qui reposent sur rien, 40 milliards d'impôts selon un article des Échos, alors on prend un risque majeur de créer davantage de déficit public à l'avenir. Il est 15h30, si vous nous rejoignez, on va retrouver Florence Thiel pour le rappel des titres. Moi, je vois deux points où je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, le premier, c'est que la France, vous l'avez très bien dit, c'est un modèle redistributif des plus importants. On réduit les inégalités de 1 à 20 à 1 à 4. Et ça se illustre très simplement parce que vous l'avez dit, il y a 1% des salariés les plus aisés qui représentent 13% des recettes de l'impôt sur les revenus. Mais si on élargit encore plus la focale, les 10% de salariés qui gagnent le plus d'argent payent 77% de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Et un Français sur deux n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est-à-dire qu'on a un effort qui est fait sur une partie de la société qui est
classe moyenne aisée et classe aisée. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous avez raison de parler sur un sujet, c'est la promesse républicaine. Mais la promesse républicaine, c'est l'idée de dire que grâce à l'école, vous allez pouvoir, l'école et le concours, vous allez pouvoir avoir une vie meilleure que celle de vos parents. Or, celle-ci, cette promesse républicaine, a été brisée depuis un certain nombre d'années parce que le niveau à l'école a décliné. Mais ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus global que cela. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez nivelé par le bas l'éducation nationale avec la course au diplôme, etc., vous avez de fait créé des inégalités. Et aujourd'hui, les rapports PISA disent que, non seulement le niveau à l'école est l'un des plus faibles structurellement des pays de l'OCDE, mais surtout, c'est que l'école française républicaine est l'une des écoles les plus inégalitaires dans la mesure où les enfants de personnes aisées ont davantage accès à des meilleurs postes dans la société que les enfants des classes populaires, et qu'il faut 6 générations pour sortir pour arriver de la classe populaire à la classe moyenne, ce qui n'est pas le cas, même pas le cas dans les pays anglo-saxons dont on dit qu'ils sont pourtant a priori plutôt inégaux. Merci beaucoup à tous. On va passer à un autre sujet, les aliments